Pour ne rien rater de nos programmes, n'oubliez pas de vous abonner à nos deux chaînes YouTube, le Média TV et le Média 24/7, et d'activer la cloche. Bonjour le monde, bonjour l'Afrique, bonjour la diaspora, chers téléspectateurs, bonjour. Merci de nous retrouver pour une nouvelle édition de Décrypter l'Afrique, votre rendez-vous hebdomadaire coproduit avec le média et Vox Africa, diffusé tous les dimanches à 16h GMT. Pourquoi la justice internationale est-elle si défaillante au regard en particulier du génocide en cours à Gaza? Quelles sont les limitations structurelles de cette Cour pénale internationale, considérée comme le joker des puissants, ainsi que l'appelait la journaliste Stéphanie Maupas, qui a fait de cette expression le titre d'un livre? Et si les Africains étaient les mieux placés pour mieux cerner cet outil du système international, colonisé depuis bien longtemps par la logique du deux poids deux mesures qui se manifeste aujourd'hui? Avocat au barreau de Bruxelles et à la CPI, dont il a arpenté les dédales au moment du procès de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et de son ex-lieutenant Charles Blé Goudé, maître Seri Simplice Zokou a beaucoup de choses à nous dire et à nous raconter sur le fonctionnement effectif de ce que l'on appelle la justice pénale internationale. Il est l'invité de Décrypter l'Afrique. Bonjour, maître Seri Zokou. Bonjour, monsieur Kwambo. Alors, je voudrais qu'on parle de la Cour pénale internationale. Vous avez arpenté ces dédales alors qu'elle faisait plus ou moins consensus parce qu'elle ne visait que des Africains. Ailleurs dans le monde, on s'y désintéressait un peu. On la voyait comme une sorte de méga ONG qui ne pouvait qu'incarner le camp du bien. Aujourd'hui, elle est dans la tourmente parce qu'elle a pointé du doigt le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Les gens la découvrent, ses failles, etc. Mais est-ce que c'est vraiment surprenant que quand elle touche à ce totem, comme on pourrait dire, elle se retrouve dans la tourmente? Alors, effectivement, la Cour pénale internationale naît avec, je puis dire, un vice originel, lequel me paraît avoir été très bien résumé par un Britannique, un journaliste qui s'appelle Brendan O'Neill, qui, dans le Daily Telegraph, déjà en 2012, se posait cette question en substance. Il demandait aux lecteurs du Daily Telegraph, imaginez une cour ici en Grande-Bretagne qui n'aurait pour vocation et qui n'aurait pour action que de juger les Noirs vivant en Grande-Bretagne à l'exclusion de tout blanc, à l'exclusion d'Indiens et des autres communautés qui peuplent la Grande-Bretagne. Diriez-vous de cette cour qu'elle est raciste ou pas? Voici posée effectivement de façon admirable la problématique de l'existence même de la Cour, puisque la Cour en réalité naît d'initiatives portées évidemment par des grandes puissances et par des sociétés civiles issues de ces pays-là. Cela dans la foulée du principe qui a émergé un peu après les derniers grands conflits en ex-Yougoslavie et autres, et au Rwanda, autour de la notion du principe de protéger, la responsabilité de protéger. La responsabilité de protéger. Et cette responsabilité de protéger va trouver appui à la fois sur l'un des chapitres, le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies, qui vise toutes les situations où la paix mondiale, la paix internationale se trouve mise en danger par une situation de crise aiguë qui touche aux droits les plus importants de l'humanité et donc les atteintes portant notamment sur les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, le crime des génocides et le crime d'agression. Et dans cet enthousiasme de faire prévaloir ce principe, eh bien, ces ONG vont pousser pour que, en 1998, on fasse naître le statut de Rome et que celui-ci entre en application en 2002. Dès l'abord, nous constatons donc ce biais-là qui consiste en ce que ce sont des valeurs dites universelles qui sont portées par une prétention à l'universalisme qui ne l'est pas en réalité. Puisque vous verrez que les grandes puissances, notamment les 3 membres sur 5, par exemple, du Conseil de sécurité, la Chine, la Russie, les États-Unis, se refusent à adhérer à ce statut.
Et jusqu'à présent, c'est le cas. Et donc, d'autres pays comme l'Inde, la Libye, etc., se refuseront également à suivre ce processus. Donc, pour ce qui est de l'universalité, lorsqu'on voit la population que représentent les pays non membres, je dirais qu'on repassera. Alors, autre biais, c'est celui, bien entendu, du financement. Le financement, encore une fois, émane de ces grands pays et émane également de ces ONG, lesquels sont aussi financés par des donateurs privés dont on ne connaît pas forcément les intentions, qui sont financés par les États. Un tribunal déjà financé par des acteurs privés, c'est curieux. C'est très curieux et ça reste, à mon sens, un des obstacles à l'affirmation d'une véritable universalité. Et il faut dire que ce n'est que 60 pays qui, au départ, signent ce traité et à partir de là, on nous dit que ça devient une juridiction mondiale, internationale. Or, c'est un canevas qui paraît assez court pour donner de la validité à un traité dans le cadre notamment des Nations Unies, qui comptait 489 États. En même temps... 189 États, ça? Oui, en tout cas, plus ou moins, voilà. Un peu moins de 200, on va dire. Voilà, autour de 200. Et ajouter à cela des liens qu'on établit entre l'ONU et la juridiction, qu'est la Cour pénale internationale, puisque l'ONU a la capacité de se saisir de situations et de faire injonction à la Cour pénale internationale, notamment au bureau du procureur, pour que celui-ci puisse engager des poursuites. Alors, en parlant de l'ONU, c'est le Conseil de sécurité de l'ONU. Le Conseil de sécurité de l'ONU, dont 3 membres ne sont pas signataires du statut de Rome, mais qui s'octroient le privilège et le pouvoir de dire à la Cour, vous devez poursuivre dans tel cas, tel cas. Donc, je m'accorde de l'impunité et je punis avec l'outil que je me refuse, que je refuse dont je refuse de reconnaître la légitimité et même la légalité, pour ce qui me concerne. Et voilà comment, par exemple, des situations comme le Darfour, dans lesquelles l'ex-président Omar el-Béchir était mis en cause, ou en Libye, ont été actionnées à l'encontre de ces personnes-là, dans un contexte où, de façon très claire, il y avait eu un processus de démantèlement de l'État soudanais, auquel ont participé ces grandes puissances. Et en ce qui concerne la Libye, une violation totale du droit international qui a consisté à s'octroyer une résolution qui a conduit à la chute du régime et à l'assassinat de Muammar Kadhafi. Et donc, dans le cadre de ce qui apparaît comme une illégalité flagrante, on s'octroie le droit de lancer, avec une célérité tout à fait étonnante, un mandat contre Kadhafi. Donc les puissances qui violent le droit international sont à la manœuvre au sujet du droit pénal international. Absolument. Alors, j'aimerais avoir votre regard justement sur l'affaire Benyamin Netanyahou en particulier. Est-ce que vous êtes... quel est le regard qu'un avocat accrédité à la Cour pénale internationale qu'on vous pose sur la non-comparution finalement de Netanyahou, malgré le fait qu'il soit mis en examen, enfin, je ne sais pas si le terme est bon, mais en tout cas qu'un mandat d'arrêt international a été émis contre lui. Quel est le regard que vous portez là-dessus? Alors, la position concernant Benyamin Netanyahou, je dirais, est un peu l'acmé du vice et des vices originels dont je faisais cas, dans le sens où les grandes puissances en font un instrument, effectivement, en font leur joker dans le cadre de leur politique internationale. M. Benyamin Netanyahou, aussi contestataire qu'il soit du statut de la Cour, en invoquant le fait que la Cour ne soit pas compétente à l'égard d'Israël, se fout voir. Donc, d'un point de vue juridique, il faut noter que le statut de Rome ne reconnaît aucune immunité. Ce qui veut donc dire que les plus hauts chefs d'État en fonction ou pas peuvent être poursuivis en dépit de leur statut qui, normalement, leur accorde une immunité en droit interne et même, notamment, au regard du droit international. Et donc, ils contestent que la Cour ne soit pas compétente à l'égard d'Israël, ce qui me paraît mal embouché à cet égard. De l'autre côté, ils mettent en évidence, donc je parle des autorités israéliennes, le fait que la Palestine n'étant pas un État au sens
juridique du terme, selon eux, ne peut pas être à l'origine d'une situation qui doit leur déférer. Or, ce qu'il faut savoir, c'est que la Palestine a été admise au niveau de la Cour pénale internationale, mais elle jouit d'une plénitude de droits au même titre que les autres États partis. Donc, il sera très difficile pour les autorités israéliennes de se défaire, au moins juridiquement, de l'emprise de la Cour qui, en l'espèce, peut paraître tout à fait fondée, d'autant que tout ceci se repose sur des rapports internationaux de l'ONU, d'Amnesty International, des rapporteurs spéciaux et de diverses organisations qui établissent, au regard déjà des déclarations, que ce soit de M. Netanyahou comme de son ancien ministre de la Défense ou de son chef d'état-major ou d'autres ministres de son gouvernement, sur la volonté d'éradiquer une population, de la déplacer de façon forcée, ce qui est interdit à la fois par les conventions de Genève et également à l'article 8 du statut de Rome. Et je peux faire un parallèle avec la situation, par exemple, de M. Vladimir Poutine, où on a constaté qu'il y a eu une célérité pour délivrer un mandat, alors même quasiment que l'enquête venait à peine d'être ouverte. Donc, on a usé du mandat comme moyen de pression, comme moyen d'immobilisation quelque part politique au niveau international de M. Poutine, en émettant tout de suite un mandat. Et au motif que, justement, il aurait déplacé de façon contre leur volonté des enfants des zones de guerre ukrainiennes. On parlait d'entre 16 000 et 20 000 enfants. Or, aujourd'hui, on se rend compte que l'Ukraine n'aurait remis qu'une liste de 300 et quelques enfants, 319 enfants à la Russie récemment. Donc, on peut se poser la question de la célérité à l'égard de M. Poutine et, à contrario, de toutes les pressions qu'il y a eu en ce qui concerne Israël. Les pressions en ce qui concerne Israël, elles sont avérées. Un récent article d'un journal britannique a intitulé les 15 ans de pression du gouvernement israélien sur la CPI. Et là, de façon très claire, les pressions étaient directes pour empêcher la Cour pénale internationale de poursuivre les autorités israéliennes. La pression vient également du fait que le gouvernement israélien menaçait de couper les vivres à l'autorité palestinienne si la procédure portée, entre guillemets, par la Palestine était conduite à leur égard, alors que c'est le procureur qui conduit les procédures, en fait. Vous pouvez déposer des demandes d'ouverture d'enquête, mais il appartient au procureur de prendre les décisions, de poursuivre. Et vous avez également vu que dans une stratégie, peut-être qu'il lui a réussi, dans un premier temps, le procureur Karim Khan, donc nouveau procureur de la CPI, a, lui, rendu public la demande de mandat, parce qu'il fait une demande au juge. Sans doute parce que, justement, et il n'a pas manqué de le dire, parce qu'il subissait des pressions, et prendre ainsi à témoin le mandat. Dans d'autres cas, le mandat est souvent secret et il n'est délivré que quand l'enquête est terminée. Et une fois que le mandat a été rendu public, on a vu que les Américains, notamment, ont, de façon claire, déclaré qu'ils prendraient des mesures et ils ont joint l'acte à la parole, comme il avait déjà fait lorsque Mme Bensouda avait décidé, l'ancien procureur avait décidé de poursuivre les États-Unis pour les crimes allégués commis en Afghanistan, dans des massacres qui se sont produits avec des bombardements à l'aveugle chez les populations civiles et tout. Des sanctions avaient été prises contre Mme Bensouda, qui a été interdite de voyager, ainsi que tout son bureau. Est-ce qu'on imagine que même Donald Trump exerce des représailles contre un juge américain aux États-Unis s'il prend des décisions, ou bien contre un procureur, s'il lance des procédures qui ne lui plaisent pas? Ça paraît totalement impossible dans le système juridique et politique américain, par exemple. C'est quelque chose qui est total. Ce qu'on se permet au niveau de la CPI, on ne peut pas se le permettre en France ou aux États-Unis. Notamment, M. Netanyahou a fait un voyage récemment et il semble avéré que son avion ait eu l'autorisation à l'aller et au retour de survoler l'espace aérien de la France, alors qu'il pesait sur la France l'obligation de le faire arrêter dès lors qu'ils en avaient la possibilité. Évidemment, en France, si un mandat est délivré, vous verrez par exemple
il y a un accusé qui s'était évadé, je crois que c'est dans l'affaire Amri. Il y a eu un mandat d'arrêt. La France a mis tous les moyens pour aller le chercher jusqu'en Roumanie. Donc, vous voyez bien qu'on accorde une force inébranlable en ce qui concerne le droit interne et en ce qui concerne nos intérêts. Mais lorsqu'il s'agit d'user d'un mécanisme qui, en réalité, vient compléter les différents piliers de domination mis en place après Bretton Woods, après la Deuxième Guerre mondiale, la CPI apparaît de plus en plus comme un tel instrument. Et en ce qui concerne donc Israël, lorsque les autorités françaises ont été interpellées, elles sont bien en peine de répondre sur la décision de l'arrêter ou pas. Ce qui ne les empêche pas de demander à l'Afrique du Sud, par exemple, lorsque M. Poutine avait l'intention d'y aller, de leur faire injonction même de procéder à son arrestation s'il y venait. Et la même injonction avait été faite à la même Afrique du Sud lorsque Omar el-Béchir s'y était rendu. Et là, récemment, lorsque M. Poutine s'est rendu en Mongolie, les mêmes Européens, les mêmes institutions européennes et les pays européens et occidentaux ont fait injonction à la Mongolie de l'arrêter. En Europe, actuellement, il me semble qu'à part l'Irlande, l'Espagne et dans une certaine mesure l'Italie, aucun pays ne s'est engagé à arrêter M. Netanyahou s'il venait à se trouver à leur portée. Cela donc vide de toute sa substance l'existence même de cette cour, au-delà de tous les manquements qu'elle a eus dans d'autres affaires, notamment l'affaire Gbagbo dont nous pourrons parler. Alors quels sont les signes, les anecdotes qui vous ont fait réfléchir autour de ce procès de l'ancien président Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé? Ils ont été accusés de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité dans le cadre d'un conflit ivoirien où ils étaient face à Alassane Ouattara, qui était un peu l'homme que la France voulait voir à la tête de la Côte d'Ivoire. La France a renversé ce pouvoir-là et a conduit les incarnations de ce pouvoir à la Cour pénale internationale, certaines incarnations bien entendu. Est-ce que vous êtes un insider, vous êtes au cœur de cette longue procédure qui a fait qu'ils ont perdu des longues années de liberté pour être finalement acquittés sans aucune autre forme de procès, on va dire. Quels sont les signes, les anecdotes qui vous ont fait réfléchir sur le fonctionnement réel de cette juridiction pendant cette longue procédure Gbagbo-Blé Goudé? Alors, je pourrais en faire un livre, mais je peux m'attacher, par exemple, à la base sur laquelle M. Gbagbo a été transféré à la Cour pénale internationale, de même que M. Blé Goudé. En tout cas, en ce qui concerne concrètement M. Gbagbo, celui-ci avait, à l'époque, fait une déclaration en 2003 par laquelle il invitait la Cour pénale internationale à venir se pencher sur les conséquences de l'attaque rebelle et du coup d'État qui avait échoué contre lui. Un coup d'État parti du Burkina Faso, de Blaise Compaoré, qui était l'homme de Jacques Chirac. Exactement, et dont l'implication était avérée puisque M. Blaise Compaoré avait annoncé en son temps, lorsque le conflit avait éclaté, que M. Laurent Gbagbo finirait à la CPI. Comme Milosevic. Comme Milosevic, absolument. Eh bien, c'est exactement ce qui s'est passé. Et alors que, à cette époque-là, le Conseil constitutionnel ivoirien n'ayant pas endossé la dite déclaration et l'Assemblée nationale ivoirienne n'ayant pas endossé la dite déclaration qui invitait la CPI, qui au demeurant n'est jamais venue sous le régime, sous l'administration Gbagbo, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? On a pris M. Gbagbo et on l'a envoyé en Europe à la Cour pénale internationale sans aucune juridiction valable de celle-ci. Et cela ressort clairement d'une enquête qui a été menée par un consortium international de journalistes qui, pour la partie française, était essentiellement menée par Mediapart et Fanny Pigeot, qui ont établi à partir de documents internes, justement, auxquels nous avons eu accès, que la CPI, sachant qu'il n'y avait pas de base légale pour transférer M. Gbagbo, a essayé de faire appel à un pays comme le Burkina, justement, puisqu'un pays peut déférer à la CPI un cas pour que celle-ci se saisisse. Et il y a eu des manœuvres dirigées par une ancienne collaboratrice du procureur de l'époque, Luis Moreno Ocampo, qui est Madame Frappé du Hélène, qui se retrouve ensuite comme diplomate et
Diplomate française. Française, au Quai d'Orsay, au plus haut niveau, et qui, à travers la cellule dite diplomatique de la CPI, coordonne avec Ocampo comment faire venir M. Gbagbo. Et les mails échangés démontrent bien qu'on nous dit maintenez M. Gbagbo pendant un certain temps à Korogo, le temps que nous trouvions un pays qui pourrait le faire venir. Donc une démocratie qui demande un pouvoir qui n'est absolument pas démocratique, de maintenir quelqu'un en otage, oui, en dehors des lois, pour pouvoir s'en saisir dans le cadre d'une forme de kidnapping habillé juridiquement. Juridiquement. Et cela est d'autant plus avéré que lorsque M. Ouattara va être en situation, ce n'est qu'en 2013 qu'il fera la loi et prendra les mesures légales et législatives qui reconnaissent la Cour pénale internationale. Or, en matière pénale, on ne peut pas faire de normes rétroactives lorsque, de surcroît, elles viennent durcir la situation d'une personne. Alors, comment vous expliquez que la CPI ait finalement été peu observée par les pays occidentaux, par les observateurs occidentaux, tant qu'elle ne concernait que les Africains? Est-ce que ce n'est pas une forme de mépris, de racisme, d'avoir laissé perdurer une juridiction qui n'a que les apparences d'une vraie juridiction, tant qu'elle concernait l'humanité surnuméraire, si on peut dire? Oui. Alors, moi, j'ai vécu justement un peu ce sentiment de déclassement juridique et international dans le cadre toujours de ce procès, à travers peut-être une situation personnelle que j'ai vécue, mais dans l'opposition avec le bureau du procureur. Bon, d'abord, il faut dire que le bureau du procureur a des moyens de mesurer entre 30 et 35% du budget de la CPI pour poursuivre. Et que dans la douzaine d'affaires qu'il avait lancées en son temps, l'extrême majorité étaient des affaires africaines. Donc rien que cela, ça vous interpelle sur les intentions, alors que dans le même temps, vous aviez des crimes qui avaient été commis, je parlais de l'Afghanistan tout à l'heure, mais également en Irak. Et qu'ensuite... Par les Américains. Par les Américains. Et que les mêmes, sous couvert de l'OTAN, et sous la direction de M. Sarkozy, Cameron et Obama, ont commis les pires crimes en Libye. Oh, vous verrez. Jamais jugé. Jamais jugé, jamais poursuivi. Même en France, on juge Sarkozy pour des questions d'argent. Mais on ne veut pas justement aller sur ces aspects-là parce que cela mettrait à bas toute la philosophie qui est derrière. Et dans le cadre de ce que j'appellerais notre affrontement avec le procureur, par exemple, le procureur donnait une lecture des cas et calquée sur un peu cette vision primaire de ce que sont les Africains, en calquant le même schéma. Par exemple, on voyait que sur la Côte d'Ivoire, ils calquaient le schéma rwandais, c'est-à-dire une petite cellule basée soi-disant sur un clan. Lorsque le clan ne va pas, on ajoute un certain nombre de fidélités, soi-disant, autour du chef, notamment le grand chef qui était Laurent Gbagbo, dans la vision d'éliminer une autre partie de la population, c'est-à-dire les nordistes, les musulmans. Et donc, pour eux, un conflit en Afrique se réduit toujours à des notions ethniques. Et donc, la lecture qui est faite non seulement de l'intention de poursuite, mais de la mise en œuvre des poursuites, se fonde sur ces vieux schémas qui part du fait que, et là, on l'entend actuellement, lorsqu'on dit d'Israël, par exemple, oui, mais c'est une démocratie, et donc, c'est d'ailleurs, entre guillemets, la seule démocratie du Moyen-Orient et du Proche-Orient. Donc, on ne peut pas poursuivre le représentant d'une démocratie devant une juridiction internationale. Et donc, on boucle la boucle avec ce raisonnement, alors que de toute l'histoire, les grands pays qui ont commis de grands crimes en dehors, je ne remonte même pas à l'esclavage, mais au moins depuis la colonisation jusqu'aux grandes guerres que nous avons connues en Indochine, en Algérie, avec le napalm au Vietnam, mais étaient des crimes portés par les dites démocraties. Et donc, le fait qu'on pense qu'on appartient au monde civilisé nous autorise à nous soustraire à des règles qui sont faites, en somme, pour les sauvages. Et je pourrais, sur le procureur, par exemple, c'était quasiment
Lorsque nous avons fait notre première plaidoirie, nos premières déclarations d'ouverture, donc le 2 février 2016 dans le procès Gbagbo Blé Goudé, au départ, on nous prenait de haut. Et nous avons même eu des messages de gens qui nous disaient on ne sait pas ce que vous êtes venu faire ici. Et certains reprochaient d'ailleurs à Charles Blé Goudé d'avoir pris autant de jeunes Africains comme avocat. Et des gens l'ont approché pour lui dire mais tu vas rester ici. Ce à quoi il répondait d'ailleurs, moi je suis prêt à passer tout le temps qu'il faut, mais je demande à mes avocats de se battre pour que le président Gbagbo parte d'ici, parce que moi je peux rester même 15-20 ans. Et donc pour revenir au thème de mon développement, c'est que le procureur, surpris par, je dirais, la résistance que nous lui opposions, a entrepris de déstabiliser notre équipe, notamment à travers ma personne, puisque j'étais un peu chargé de l'extérieur et de porter la parole de l'équipe. Eh bien, il est allé sortir des déclarations que j'avais faites lors d'une conférence à Paris, 1 an après, pour que je ne puisse plus m'exprimer, parce que cela mettait à mal, en fait, sa ligne. Et les juges ont rappelé par une jurisprudence très claire, avec une opinion du juge Tafousseur, qui a dit que les avocats ont le droit, dans le cadre d'un procès, surtout comme celui-là, qui est public, qui touche le monde entier, d'être les porte-parole de leur équipe, de s'exprimer comme ils le souhaitent, y compris par des mots qui ne sont pas forcément acceptés par le procureur. Et le procureur a eu tort. Les avocats de Jean-Pierre Bemba ont eu moins de chances. Le Congolais Jean-Pierre Bemba, ils ont rejoint leurs clients sous prétexte de subornation des témoins. Ils étaient surveillés. Il y avait des pièges qui, d'ailleurs, s'appliquaient à nous. Un témoin peut vous approcher en faisant croire qu'il veut témoigner pour vous, alors qu'il a été contacté par le procureur déjà. Et cela peut conduire... Donc, les avocats africains de Jean-Pierre Bemba se sont retrouvés eux-mêmes arrêtés. Oui, ils se sont retrouvés arrêtés, avec mise sur écoute de leur téléphone dans des conditions qui est jamais assez critiquables. Aux avocats européens non, à la Cour absolument pas. Alors, justement, vous avez défendu Charles Blé Goudé, qui a été totalement acquitté à la CPI après de nombreuses années perdues en prison. Comment expliquez-vous, avec le recul, cet acquittement et celui de Laurent Gbagbo? Alors, les choses étaient très claires. Nous, évidemment, nous avions la certitude que le dossier était vide. Et cela est ressorti d'abord d'une première étape, la confirmation des charges à l'égard du président Gbagbo. Si vous vous en souvenez, il y a eu une première audience à l'issue de laquelle les juges de la chambre préliminaire qui doivent confirmer les poursuites ont estimé que le procureur n'avait pas de dossier suffisamment solide et qu'il fallait qu'il aille chercher de nouvelles pièces. Dans une juridiction normale, quand un juge d'instruction arrive à la fin de son instruction et que celle-ci est vide, ou est vide de preuves ou que les preuves sont insuffisantes, normalement, il clôture et il prononce un non-lieu. Or, ici, on a permis au procureur de repartir, étoffer son dossier et de revenir. Pendant que les personnes sont en prison. Pendant qu'elles croupissent en prison. Parce que la contrepartie à ce moment aurait dû être de leur accorder la liberté provisoire, ce qui ne s'est jamais produit d'ailleurs pendant toute leur détention. Ça, c'est de 1. Donc, on voyait déjà que le dossier était assez faible. Et de 2, on s'est rendu compte que le bureau du procureur avait travaillé sous la dictée du régime d'Abidjan, donc des autorités ivoiriennes, lorsque M. Ouattara, notamment, a pris le pouvoir. Et je crois que les témoins qui sont venus, pour la plupart, qui étaient préparés pour certains à réciter un narratif, ne s'attendaient pas autant de pugnacité de la part de la défense, ce qui a permis de... Ils ont tourné Kazakh. Ils se sont rendus compte de l'impossibilité de la tâche. Et pour d'autres, étant un peu sous les feux de la rampe, ils ont eu le courage de dire la vérité. Alors qu'on leur avait fait pression pour certains pour qu'ils viennent témoigner. Et donc, les crimes qui étaient reprochés, qui visait donc, comme je l'expliquais un peu tout à l'heure, a dit que de façon systématique, il y avait une volonté de M. Gbagbo de se maintenir au pouvoir et que M. Gbagbo a utilisé M. Blé Goudé et des militaires et autres à ses fins.
ça ne pouvait pas tenir parce que le narratif initial était plutôt celui de quelqu'un qui avait été attaqué, qui se défendait et qui ensuite avait même demandé dans le cadre de la crise post-électorale qu'il y ait un recomptage des voix et qu'elle prenait des mesures ensuite pour éviter que les civils ne soient atteints de façon disproportionnée, ce qui a été démontré par les soi-disant bombardements du marché Konessiaka à Bobo ou bien des attaques contre les femmes, où il a été établi que matériellement cela ne pouvait être imputé. Donc tous ces éléments mis ensemble ont montré qu'il n'y avait ni l'intention, qu'il n'y a eu ni préparation pour conduire à une décision de condamnation. Parce que c'est le procureur qui doit prouver. C'est lui qui a la charge de la preuve. Et retenons qu'il lui a été donné une dernière chance. Après ces témoins, 82 témoins, il a été interpellé par les juges qui lui ont demandé « Est-ce que vous voulez poursuivre ? Si vous voulez poursuivre, revenez-nous avec un document encore amélioré et nous donnerons la possibilité à la défense de demander ce qu'on appelle le no case to answer, c'est-à-dire demander l'acquittement sans avoir à présenter leurs preuves. Et c'est ce qui nous a été accordé de façon exceptionnelle. Ça s'est produit une seule fois dans le dossier contre le président Kenyatta et Ruto à l'époque, mais ça c'est parce que des témoins avaient disparu essentiellement. Or, dans notre cas, dans notre cas de façon très claire, nous avons pu obtenir l'acquittement à mi-parcours sans même avoir eu à aller au bout du procès. Juste sur la base des témoins de l'accusation, les accusés ont été acquittés. On continuera de suivre cette affaire. Merci Maître Seri Simplice Zokou et merci à vous d'avoir regardé Décrypter l'Afrique. Rendez-vous bientôt pour de futurs décryptages de l'actualité africaine.